Pendant un temps, les paquets arrivant pour nous par le bateau de l'île nous étaient apportés du port par les garçons autrichiens. Un jour d'août, le chef de ces garçons me demanda si cela me plairait de participer à leur expédition. Nous descendîmes le flanc de la colline dans la chaleur embrasée d'août. Le port était plutôt désert. Sur les dalles de la jetée, de vieux loups de mer en vareuse bleue dormaient. Le bateau était en retard. Nous nous assîmes sur les pierres brûlantes, laissant pendre nos jambes vers l'eau dont la surface vert d'huile, loin au-dessous de nous, reflétait languissamment la lumière. Tout était parfaitement tranquille. Une barque se déplaça paresseusement. Elle voguait. Sa voilure à peine tendue passa lourdement près de nous, tourna à l'extrémité de la digue et du bout de ses ailes brunes, caressa doucement en signe d'adieu la dernière guérite de la rive. Parmi toutes ces nacelles assoupies, celle-là aussi dormait et se mouvait en rêve. Soudain, dans l'heureux et quiet silence, un vrombissement d'avion retentit. Les machines volaient relativement assez bas. Le ronflement des moteurs emplit le petit port. On eût dit que d'un nuage brusquement rassemblé tombait avec fracas une averse de tringles de fer sifflantes et grondantes. Les travailleurs assoupis s'éveillèrent en se frottant les yeux. Des enfants parurent au seuil des boutiques. Des vieilles se groupèrent dans les rues. Même l'eau dormante des bassins parut s'émouvoir, les mâts s'incliner, tandis que passait au-dessus de nous la bruissante tempête, traînant après elle ses ombres immenses. En un instant, le monde fut changé. Le port s'emplit d'une foule grouillante, tête renversée, bouche bée, criant, agitant des mouchoirs, gesticulant des deux bras à la fois, comme si ces enthousiastes voulaient s'envoler en contemplant le ciel baigné de soleil. Et les quatre appareils pointant vers la terre de France. L'instant d'après, le bruit, les cris devinrent délirants. Tout le monde courait vers une des extrémités de la jetée. On escaladait les piliers de pierre, les toits des guérites. On sautait dans les barques, grimpait au mât. Tous les regards se tournaient dans la même direction. Et un seul cri, 100 fois répété, retentissait avec force. « Les Américains! Les Américains !» D'abord, nous ne comprîmes pas ce qui arrivait. Ce n'est qu'en nous juchant sur la charrette que nous nous aperçûmes de l'étrange vision qui avait rendu fous tous ces gens. Au lointain, vers le large, pareils à des monstres faits du brouillard, passait une interminable file de bateaux, tous des bateaux américains. En tête, de petits torpilleurs, sur les côtés, les cuirassés monstres hérissés de canons, au milieu, les longs cargos dont la silhouette se découpait sur le ciel. À pareille distance, tout cela paraissait léger, comme un jeu de nuages qu'un souffle de vent un peu fort eût pu dissiper. Il fallait, pour s'empêcher de croire que ce n'étaient pas là des fantômes de brouillard, regarder la foule délirante de joie. Elle savait ce que cela signifiait. Des vivres, de l'or, des troupes, du sang neuf et sain pour le corps exsangue de la nation. Et elle continuait de pousser des cris d'allégresse et d'agiter des mouchoirs en signe de bienvenue quand déjà les formes nébuleuses avaient disparu à l'horizon. Cependant, le petit bateau de l'île était arrivé.
Personne ne s'en occupait. Il dut mugir plusieurs fois désespérément en crachant des flots de fumée avant que quiconque parût se soucier de son existence. En vain, les pays adverses avaient-ils signé l'armistice? La haine et la mort, elles, n'avaient pas encore désarmé. Depuis décembre, notre captivité devint chaque jour plus sévère, la nourriture plus rare encore. Et comme si la nature même avait conspiré contre nous, des tempêtes faisaient rage sur mer continuellement, et un brouillard impénétrable pesait sur l'île. À l'horizon de cette existence sans issue, parut soudain la menace de la grippe espagnole. Dans l'île, déjà depuis novembre, l'épidémie faisait rage. Nous étions des proies tout indiquées pour la maladie. Nous étions là comme des rats serrés l'un contre l'autre dans un ignoble égout souterrain au bord des eaux souillées. La meurtrière épidémie pourrait faire de nous ce qui lui plairait. Les heures passaient. Je pensais que nous aurions une nuit calme. Lorsque vers minuit, Maurice Stein se leva et en silence, d'un air grave, commença à décrocher son meilleur costume soigneusement enveloppé de vieux chiffons et de papier journal. C'était un beau complet bleu marine qu'il gardait pour le jour de la libération. Je ne pus réussir à le persuader de renoncer à s'habiller et de se recoucher. Il se contentait de secouer la tête. « Ma sœur m'attend dehors, dit-il d'une voix sans timbre en me montrant la porte du doigt. » Tous les autres se réveillèrent. Nous le suppliâmes de ne pas sortir ainsi en pleine nuit, mais il fut impossible de lui faire entendre raison. Il s'habilla complètement, revêtit son pardessus et sa casquette, puis il partit à pas lents. Les quelques minutes pendant lesquelles il fut absent nous parurent longues comme des années. Lorsqu'il revint, on eût dit à voir son visage méconnaissable qu'en effet de longues années venaient de s'écouler. Sa figure s'était creusée, des rides profondes sillonnaient son front, et la lumière de ses yeux s'était éteinte. Il était devenu vieux. Il fit quelques pas en avant, éleva son doigt à la hauteur de son visage et le secoua longtemps. Puis, d'une effroyable voix sans timbre, dit seulement « Il n'y a personne, personne n'est venu. » Il se déshabilla, remit ses vêtements à leur place et se recoucha. Il mourut dans la nuit. Une sorte d'hébétude s'empara de nous. À qui le tour maintenant?
Nous voulions rendre notre séjour à la citadelle aussi tolérable que possible. Nous cherchions le moyen de rester tout le long du jour dehors en liberté, même quand il pleuvait. La hutte que Daomling avait construite sur l'une des terrasses nous inspira l'idée de l'imiter. Sur une carcasse de latte, nous fixions des morceaux de toile à sac ou à voile qui constituaient les murs extérieurs. Quant aux murs intérieurs, ils étaient faits de feuilles de carton ou de papier collées ensemble. Le toit était fabriqué de la même manière, le tout largement enduit de goudron. Ensuite, nous songeâmes à désherber la terrasse et à y semer des fleurs. Le jardinage devint à la mode. Les remparts couraient tout autour de la citadelle sur le toit des casemates. Sur ce chemin, peut-être du fait de sa hauteur, il nous semblait non pas que nous touchions terre, mais que nous flottions dans les airs. Après les caves sombres et nauséabondes, où l'on butait continuellement sur de la pierre ou du fer, ici, c'était une envolée. En bas, nous étions des taupes, ici, des oiseaux. De ce point de vue élevé, la vue s'étendait jusqu'à la mer qui, dans la grisaille du soir, tranchait le bord de l'horizon comme un glaive bleu couché et qu'enflammait parfois un moutonnement incandescent lorsque la lumière du phare de l'île-Dieu la balayait de son faisceau. La tranquillité du soir croissait. Trois jours plus tôt, Toutchek avait reçu une lettre de sa femme dans laquelle la malheureuse lui apprenait que leur troisième enfant, un petit garçon de 4 ans, venait de mourir et qu'elle n'avait pas d'argent pour l'enterrer. Déjà, les 2 autres avaient succombé en France à une épidémie. La maman avait dépensé ses dernières économies pour faire soigner son fils. Et maintenant, elle veillait auprès du petit cadavre, sans un sou pour le faire inhumer. Sous ce coup terrible, la raison de Toutchek vacilla. Ses voisins Fritz et Sals s'en aperçurent les premiers. Ce pauvre homme, habituellement doux et paisible, vint les trouver les yeux troubles et injectés de sang, exigeant une bêche. Il menaçait de mettre le feu à la citadelle et de tuer tout le monde si on ne lui donnait pas immédiatement une bêche. Fritz se procura à la cuisine un outil quelconque pouvant servir de bêche. Toutchek monta alors sur les remparts et commença à creuser la terre nue dans un coin écarté. Il creusa toute la journée. Les internés se groupèrent autour de lui, lui demandant ce qu'il faisait. Toutchek tourna vers eux sa face hirsute maculée de boue et montrant en un effrayant sourire ses grandes dents saines, il chuchota : « Ne le dites à personne, j'enterre mon enfant. » Bientôt, nous sûmes par la lettre abandonnée sur sa paillasse ce qui était arrivé à notre infortuné camarade. Alors, sans même nous être consultés, nous décidâmes de prendre à notre charge les funérailles du pauvre petit. Peut-être notre intention n'était-elle guère plus raisonnable que celle du malheureux père, car l'enfant étant mort depuis 1 mois, il avait dû être enterré depuis longtemps, mais cela ne nous vint pas à l'esprit.
Nous étions parfois jusqu'à 90 ou 100, adossés dans l'obscurité contre les longs murs humides. Nous n'avions pas le droit de parler, mais nous n'en avions guère envie non plus. Parfois, l'un de nous disait quelque chose, rien de bien long. Il jetait seulement du bout des lèvres un mot par-ci, par-là, tel un fragment de quelque série d'images échappées au subconscient, petite paysanne, fraise des bois, moulin, lait, sentier. Ces mots, pareils à ceux qu'on trouve dans les chansons, nous les savourions ensuite longuement. Ce n'était pas vraiment des pensées, nous étions trop là pour cela. Le mot faisait surgir en nous tant d'images colorées, de voix chères, de teintes, de parfums. Une fois, une odeur de suie vint vers nous échappée de la cuisine. Quelqu'un dit « train ». Aussitôt, nous entendîmes l'essoufflement d'une locomotive crachant de la fumée, le choc des wagons qu'on accroche. Des gens courent, portant des valises, des couvertures roulées, des femmes en costume de voyage. La locomotive souffle, siffle, le train part. Le train part. La pluie s'était arrêtée, mais le vent faisait encore rage, déchiquetant les nuages qui fuyaient sur le ciel à une vitesse vertigineuse. Au-dessus de la terre endormie, vivait et s'agitait le ciel bouleversé par la tempête. Et au loin, s'entendaient les vagues furieuses qui livraient un assaut retentissant aux rocs de la côte. Je levai la tête vers la lune qui émergeait des nuages et me regardait, pareil à un œil géant sorti de son orbite. Elle luisait comme un incompréhensible et inquiétant miroir, et croissant de plus en plus, s'approchait de telle sorte que j'en détournai mon regard, craignant de défaillir. Sur le bleu profond du ciel se détachait la masse d'argent d'un nuage tourbillonnant. D'abord, il faisait penser à un buste de vieillard à la Rodin. Sur un cou mince, où saillaient les muscles, reposait une tête énorme, embroussaillée. Déjà, à travers la barbe, transparaissait le bleu du ciel, puis les derniers fils disparurent. Pas un instant la figure ne demeura figée. Le cou s'allongea démesurément jusqu'à ce qu'enfin la tête en fût complètement séparée et roula à travers le ciel comme un boulet de canon. Puis le boulet se fendit juste en son milieu, et avec une rapidité inattendue, l'effrayante tête de vieillard se transforma. À sa place apparut une lyre, entre les branches de laquelle scintillait une étoile. Tout s'obstinait à un changement étrange, soudain, irrévocable. Rien ne demeurait à un point mort. Tout suivait la courbe inéluctable de la transformation, courbe dont il était impossible de savoir d'où elle venait, ni où elle conduisait. Parfois, le vent se ruait dans la cour, brassait les flaques d'eau, entraînait les morceaux de papier en une danse insensée, roulait des pierres, et s'engouffrait dans les chemises pendues pour sécher, agitant les bras, gonflant les poitrines, comme si quelqu'un avait pris vie soudain dans ses vêtements.
mois de mai, j'achetai pour 2 francs à un soldat français un oiseau de mer au plumage gris, aux pattes rouges, dont les ailes étaient liées. Je m'y attachai, je le nourrissais, je le caressais, et souvent nous contemplions ensemble la mer infinie du même regard nostalgique. Je lui installai dans notre petit jardin une couche pour la journée, mais la nuit, je l'emportais avec moi dans la casemate, car je craignais si je l'avais laissé sur la terrasse, qu'il ne fût attaqué par les rats, et peut-être par les hiboux. J'aurais aimé apprivoiser vraiment cet oiseau captif si fier, si élégant. Je le prenais dans mes mains, je plongeais mes regards dans ses yeux. Je n'y trouvais rien de la tristesse ni de l'amertume de mes camarades humains prisonniers. C'étaient des yeux froids et hautains de femme, ceux de quelques reines errantes de la mer changées en oiseaux par suite d'un enchantement. Je l'aimais pour son orgueil et sa noblesse cachée. Cela m'était pénible qu'il ne répondît pas à mon affection. Lorsque je caressais son plumage soyeux et net, lorsque je soulevais ses petites pattes d'un rouge vif, il se laissait faire sans résister, avec indifférence. Il méprisait aussi notre jardin et cherchait dédaigneusement les vers de terre cachés entre 2 mottes de terre humide, en s'y prenant de telle sorte qu'il ne souillait jamais ses ailes. Un soir au crépuscule, tandis qu'il chassait ainsi, je me plaignis du dédain avec lequel il payait mon affection. Pourquoi ne lui rends-tu pas la liberté? Lui attacher les ailes. C'est comme cela que tu veux le rendre heureux? Comment, en effet? Voulais-je conquérir l'amitié de cet oiseau alors que je lui prenais sa liberté? Je m'approchai de l'oiseau, le pris dans mes mains, et avec beaucoup de peine, je débarrassai ses ailes du lacet qui les retenait. Puis je le reposai sur le sol. Va! D'abord, l'oiseau se mit à marcher rapidement, avec agitation, en soulevant ses ailes, ne pouvant croire qu'elles n'étaient plus retenues par des liens. Puis, soudain, il prit son essor au-dessus des murs du bastion, décrivit un cercle, et l'instant d'après se lança comme un trait vers le ciel. Ses ailes déployées luisaient au soleil. Son être tendu cherchait à s'orienter. Puis, tournant hardiment, il s'élança avec une sûreté infaillible dans la direction de la mer. Nos regards le suivaient. Et les larmes nous jaillirent des yeux. Vers le début de mars, on nous transféra de casemate. J'eus une place près de la fenêtre par où l'air frais du printemps affluait sur moi. Le premier matin, je me réveillais avec la sensation d'une présence amie auprès de moi. Or, il n'y avait personne. Ce n'était que la lumière qui me regardait ainsi. C'était la première fois depuis que j'étais à l'Île-Dieu qu'il m'arrivait d'être réveillé par la lumière de l'aube.
Je sentais à peine l'effleurement de cet être insaisissable. Et pourtant, j'avais l'impression qu'une créature immense se penchait au-dessus de moi comme une bénédiction, me prenait la main, me ramenait vers la vie.